Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent, bonjour à ceux qui participent. Nous nous retrouvons pour une 4e édition des rendez-vous ATF de la transition écologique, après nous être réunis sur les enjeux de la transition écologique, les îlots de chaleur et la rénovation énergétique. Et nous abordons avec aujourd'hui les enjeux du projet de loi climat et résilience. Donc, le projet de loi climat et résilience a été passé en première lecture à l'Assemblée nationale, en première lecture au Sénat et est actuellement en discussion en commission mixte paritaire où il passe le 12 juillet prochain. Donc nous abordons ce sujet d'actualité avec quelques intervenants très qualifiés sur le sujet. Et donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est en particulier de nous intéresser au zéro artificialisation nette. Alors, la loi reprend près de la moitié des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont destinées à réduire 40% des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici 2030, donc par rapport au niveau de 1990. Mais l'infléchissement de ce rythme ne suffit pas. Il nous faut également infléchir le rythme d'artificialisation des sols, qui doit être divisé par 2 d'ici 2030 et qui doit être réduit à néant, donc zéro artificialisation nette à horizon 2050. Donc plusieurs questions se posent aujourd'hui. Comment reconstruire la ville sur la ville? Quel est l'impact sur les politiques publiques d'aménagement, qui sont des politiques qui ont vocation à se transformer? Et puis, quels sont les nouveaux outils de régulation qui doivent être mis en place pour ce zéro artificialisation nette? Alors, pourquoi adopter une trajectoire zéro artificialisation nette? Les participants, nos invités nous le diront. D'une part, l'artificialisation emporte des conséquences importantes sur le milieu physique et les ressources naturelles, sur les modes de vie également des habitants et sur leur mobilité. Par ailleurs, l'étalement urbain engendre également une réduction excessive des terres agricoles, et puis l'étalement urbain entraîne des développements des réseaux concomitants. Alors, le changement d'usage des terres en première ligne de l'attrition de la biodiversité, nous avons l'enjeu de la préserver, et le sol, la production, la pleine terre est irremplaçable pour la production alimentaire, pour la séquestration du carbone, pour l'épuration des eaux, pour la biodiversité, pour la lutte contre le réchauffement climatique et puis tout simplement pour l'aération des hommes. Alors cette mesure qui sera appliquée par la totalité des collectivités territoriales pose de nombreuses questions. Et nos intervenants donc, vont pouvoir chacun nous donner un éclairage en fonction de leur parcours. Alors, nous avons plusieurs intervenants. Donc aujourd'hui, 4 intervenants. Bonjour Philippe. Philippe travaille actuellement en tant que chargé de mission consommation de l'espace et numérique auprès de la direction du directeur départemental des territoires et de la mer de Girondins. Alors Philippe est ingénieur divisionnaire, il a passé 15 ans à l'IGN, 15 ans au CEREMA et 6 à la DDTM de Gironde. Il est également gérant d'une société conseil en géomatique et donc spécialisé depuis toujours dans l'observation des territoires. Il a intégré il y a 2 ans l'équipe projet du dispositif national de mesure de l'artificialisation lié à la loi climat et résilience. Bonjour Philippe. Bonjour Nadège, bonjour à tout le monde. Clément Lebras-Thomas est directeur du développement territorial au département de Loire-Atlantique. Il y est chargé de la politique de revitalisation du territoire et de l'habitat. À sa sortie de l'INET en 2013, il est recruté par le département de l'Essonne, où il est en charge du conseil en organisation et de l'innovation. Il lance avec d'autres administrateurs territoriaux le Lab ATF. En 2015, il prend de nouvelles responsabilités au département de l'Essonne, au sein de la DGA Territoire et Mobilité. Et en 2017, il est détaché dans la fonction publique d'État sur des fonctions de direct adjoint en Île-de-France. Secrétaire général adjoint de l'AATF, il a coordonné la contribution sur la loi 4D. Bonjour Clément. Bonjour à tous, bonjour Nadège. Grégoire Ferrer, qui est responsable des études prospectives et opérationnelles à la direction du foncier de Bordeaux Métropole. Grégoire est lauréat du concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale. Il a intégré la direction d'urbanisme de la ville de Paris en 2006 comme responsable du service foncier. Pendant 5 ans, il a accompagné la mise en œuvre du projet urbain de Bordeaux et particulièrement sur la dimension foncière. Il a rejoint les services de la communauté urbaine de Bordeaux en 2011, devenu Bordeaux Métropole en 2016, et avec son équipe, il travaille aujourd'hui sur les dimensions du foncier, de l'observation à la prospective foncière, jusqu'à l'action foncière en passant par la planification. Bonjour Grégoire. Bonjour Nadège, bonjour à tous.
et Noémie Houard, qui est directrice de la stratégie et de l'innovation à EPA Marne et EPA France. Donc Noémie est chargée de l'élaboration du suivi de la mise en œuvre du projet stratégique et opérationnel 2020-2024, qui s'articule autour de 6 défis: le climat, la mobilité, la cohésion sociale et territoriale, la santé, la nature et l'innovation. Alors Noémie Houard est ingénieure des ponts, des eaux, des forêts et docteur en sciences politiques. Et Noémie a choisi de s'investir dans les politiques urbaines et de l'habitat. Et elle explore ces questions depuis plus de 15 ans en tant que chercheuse, donc au Centre de recherche politique de Sciences Po, et dans des fonctions d'aide à la décision, dans le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, France Stratégie. Et puis également, elle s'investit dans le pilotage des politiques publiques auprès de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement à la ville de Paris. Voilà, un parcours extrêmement riche. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. Bonjour Nadège. Voilà, donc nous sommes à présent tous réunis et nous vous proposons d'aborder le zéro artificialisation net en plusieurs temps, en débutant par une présentation du contexte. Nous poursuivrons après par une présentation du ZAN au niveau des territoires, en l'abordant en plusieurs échelles. Et bien entendu, nous vous laissons la parole. La présentation se veut extrêmement interactive, donc n'hésitez pas à poser des questions et nous y répondrons au fil des échanges. Écoutez, je vous propose de débuter par la présentation du contexte et c'est Philippe Loriot qui va prendre la parole. Oui, bonjour à tous, j'espère que mon micro refonctionne. Donc, première diapo, je vais répéter des évidences que tout le monde connaît, hein, quelques enjeux autour de l'artificialisation, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, Nadège. Donc, on a affaiblissement de la biodiversité, avec une fragmentation des espaces naturels forestiers et agricoles, appauvrissement de l'agriculture par la consommation des terres les plus fertiles, des coûts d'aménagement de plus en plus importants pour les collectivités locales, en particulier la voirie, etc., dû à l'étalement urbain, et puis accroissement des risques environnementaux par l'allongement en particulier des des trajets domicile-travail et par l'imperméabilisation des sols. Donc voilà, partant de ce constat, en 2018, le plan biodiversité a décidé qu'il fallait mettre un coup d'accélérateur à la réduction, à la gestion économe de l'espace, comme on le dit depuis la loi ALUR ou SRU. Et les actions 7 et 10 en particulier ont créé tout un tas d'actions et de groupes de travail. Donc, le but du jeu était de mieux définir l'artificialisation, puisqu'aujourd'hui on parle de gestion économe de l'espace sans vraiment la définir, donc chacun le met un peu à sa sauce. Donc, définir l'artificialisation, fournir une mesure de cette artificialisation à l'ensemble des acteurs, mais aussi aux particuliers avec une mise à jour annuelle, et puis mettre en place des outils qui permettent au territoire de travailler. Donc, un certain nombre de groupes de travail, une diapo qui date un petit peu, hein, Nadège, tout à l'heure, parlait de la pandémie qui traîne depuis un an. Et ben voilà, hein, tous ces traits que vous voyez sur les dates sont des dates qui ont été reportées à cause du début du Covid-19, mais qui ont eu lieu depuis. Hein, donc, j'ai laissé cette diapo quand même qui est assez parlante. En particulier, il y a donc le CEREMA qui a piloté un groupe de travail pour définir l'artificialisation. L'ADGA-Hélène qui pilote tout ça, Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, donc du ministère de la transition écologique, a cherché derrière, en fonction de la philosophie de l'artificialisation qui se dessinait, quelles données on pouvait utiliser pour mesurer cette artificialisation. Et donc en 2019, à l'été 2019, il y a 2 ans aujourd'hui, quasiment jour pour jour, un observatoire national de l'artificialisation a été mis en place. Hein. Il est disponible sur Internet à tout le monde. C'est Biodiversité tous vivants, hein, si vous tapez sur Internet. Et vous aurez tout un tas de renseignements et d'indicateurs sur l'artificialisation des sols, sur la consommation des sols, France entière, en particulier issus des fichiers fonciers de la DGFiP. Mais ça ne suffisait pas. Et donc, pour pouvoir mesurer plus finement l'artificialisation en s'appuyant sur le territoire, un groupe de travail s'est constitué et s'est rendu compte que la seule donnée aujourd'hui capable de mesurer réellement ce qui était senti comme étant l'artificialisation, s'appuyant sur les fonctions du sol, c'était ce qu'on appelle l'occupation du sol à grande échelle
qui s'appuie sur une nomenclature que je vous montrerai très rapidement ensuite, et avec une précision métrique qui va bien séparer couverture du sol et usage des sols pour mesurer tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, cette donnée existe sur environ un bon tiers de la France, mais produite à la main. Ce mode de production est incompatible avec une production France entière régulière, tous les 3 ans par exemple. Et donc, l'IGN, le CEREMA et l'INRAE sont en train de réfléchir de produire un mode de production plus automatique basé sur de l'intelligence artificielle pour réduire les coûts de production et pour accélérer le rythme. Un prototype a été produit pour tester tout ça sur le territoire du bassin d'Arcachon et depuis un an, donc, nous menons des expérimentations. Il y a aussi un groupe de travail observatoire lié à l'observatoire sur les indicateurs, qui n'est pas un groupe de travail État, hein, comme l'ensemble de ces groupes de travail. Il y a un petit peu de tout le monde là-dedans. On a des agences d'urbanisme, des régions, des départements, des acteurs privés, un petit peu tout le monde. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Donc, les définitions de l'artificialisation, alors ça, c'était celles qui existaient avant que ça passe en commission des lois de l'Assemblée nationale. Hein. C'est la seconde qui a été retenue, mais ça vous donne un peu l'état d'esprit du projet. Alors, je ne vais évidemment pas vous dire que cette définition, qui est la deuxième qui a été retenue, est celle qui va sortir de la loi, puisque la loi comporte plein d'articles. Concernant l'artificialisation et sa mesure, c'est les articles 47 à 51. Et donc, sur ces seuls 5 articles, il y a eu plus de 5000 amendements entre l'Assemblée nationale, le Sénat et leurs 2 commissions. Comme le disait Nadège tout à l'heure, la commission paritaire du 12 juillet risque de ne pas trancher sur toutes ces choses-là. Donc, on risque d'avoir à la rentrée un retour à l'Assemblée nationale. Mais donc, du coup, on est encore aujourd'hui incapable de vous donner une définition officielle de l'artificialisation, puisqu'elle est encore en discussion. Ce qui est important quand même, c'est de bien voir que dans toutes ces définitions, c'est les fonctions du sol, hein, biologiques, de perméabilité, de stockage carbone, etc., qui ont été considérés et c'est la base de tout. Voilà, diapo suivante. Voilà, alors là, j'ai dit réflexion en trajectoire au Sénat. Hein, j'ai présenté ça la semaine dernière, donc j'ai gardé la même diapo, mais en même temps, ce n'est pas très grave. Ce qui est intéressant, encore une fois, j'insiste bien, c'est en rouge, en gras, le parcours du projet de loi n'est pas terminé, plusieurs milliers d'amendements, mais il y a quand même des choses qui ressortent. Donc, 2 définitions, contrairement à ce qui était possible au début, plutôt qu'une seule. Beaucoup de gens confondent consommation d'espace et artificialisation, alors que ce sont 2 contextes, 2 préceptes complètement différents. Et là, aujourd'hui, on se dirige vers, on ne passe pas aux ZAN tout de suite, on va passer à de la gestion économe de l'espace où on réduit par 2 la consommation d'espace à l'horizon 2030 pour poursuivre un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, 2 définitions et 2 horizons, on va dire, donc réduire la consommation d'espace en 10 ans, et le ZAN à l'horizon 2050. Alors, il y a aussi tout un tas d'obligations qui vont arriver dans cette loi, c'est en particulier l'obligation pour les communes et les EPCI de produire des bilans annuels ou bisannuels ou triannuels de leur artificialisation, et puis aussi une obligation de mise en conformité des SRADET, quand ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, des SCOT et des PLU, PLUI, à horizon de, alors pour les SCOT, ça serait 5 ans, et pour les PLUI, ça serait, encore une fois, 6 ans, après la promulgation de la loi. Voilà. Donc, je vous parlais de l'occupation du sol à grande échelle, hein, donc 2 dimensions à cette base de données qui s'appuie sur une nomenclature du CNIG, un Conseil national de l'information géographique, qui est une nomenclature qui est conforme à la directive INSPIRE européenne, qui a été adoptée dans le droit français en 2007 ou 2009, je ne sais plus. Mais enfin voilà, donc qui est une directive cohérente avec ce qui se fait partout en Europe, et avec 2 visions, donc une vision anthropique du territoire avec 17 valeurs d'usage. En fait, on est plutôt à 20 aujourd'hui, hein, puisque par photographie, enfin par photo-interprétation automatique, c'était compliqué
sur des bâtiments de dire si c'était de l'usage secondaire, tertiaire ou du résidentiel. On utilise en complément les fichiers fonciers du CEREMA. Hein. Les fichiers fonciers, c'est ce qu'on appelait magique avant, c'est les fichiers des impôts, pour essayer de différencier ces trois usages du sol et des bâtiments. Alors sinon, on retrouve l'agriculture, sylviculture, activité d'extraction, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a aussi les réseaux de transport hein, qui sont aussi détaillés. Et puis des zones en transition ou des zones diverses. Voilà. Diapo suivante. En même temps, sur la petite imagette de gauche, vous voyez les deux visions différentes du territoire qu'apporte cette nomenclature. Et donc, une vision physionomique du territoire, donc de couverture du territoire, avec aujourd'hui 14 valeurs, mais il faut bien voir que c'est aussi une nomenclature emboîtable, comme on dit. Par exemple, on peut voir qu'on a en CS 2.1.1.1 un peuplement de feuillus. On ne descend pas plus bas aujourd'hui parce qu'en automatique, c'est compliqué, mais rien n'empêche localement des organismes ou des partenaires de prendre cette base, de prendre cette donnée et de l'enrichir en disant, voilà, nous, on a ici une peupleraie, on a ici des plantations de noyers, etc. etc. Voilà, donc on retrouve sans végétation avec végétation et des surfaces entreprisées, des surfaces naturelles. On voit tout de suite qu'il y a une notion d'imperméabilisation qui apparaît, qui est directement dans la nomenclature. Donc, quelle que soit la définition de l'artificialisation, l'imperméabilisation sera mesurable avec cette donnée. Voilà, alors là, on va rentrer encore une fois dans quelque chose, j'ai mis en gras, en rouge, en réflexion, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas 14 plus 17 ou 20 postes qu'il y a dans cette nomenclature, c'est 14 fois 17. Donc, on a une nomenclature très, très riche, et c'est ce que montre ce tableau, qui est exprès pas lisible, parce que c'est très sensible. En rose, on pourrait dire c'est ce qui est artificialisé. Ça fait partie des choses qui sont en réflexion et qu'on commence à préparer dans le groupe de travail national, mais évidemment, ce n'est pas ça qui sera livré avec la loi, puisque dans le décret d'application de la loi, il y aura, comment dirais-je, une indication de la donnée LOCSGE avec laquelle ça doit être traduit, et ce tableau de correspondance entre la nomenclature et ce que sera l'artificialisation et ce que sera la consommation d'espace. Donc ce tableau est juste pour vous illustrer tout ça, mais il ne faut pas le prendre du tout comme quelque chose d'officiel. Voilà, diapo suivante. Donc le prototypage, on a réuni un peu tout le monde, hein, je vous le disais, ce n'est pas seulement les services de l'État, hein, bien sûr, hein, on a l'agriculture, hein, l'agriculture est très très impliquée dans ce projet, Conservatoire du littoral, Conseil départemental de Gironde, des agences d'urbanisme, EPF, la plateforme Pigma, c'est la plateforme d'information géographique mutualisée en Nouvelle-Aquitaine, la région, etc. etc. Enfin, j'en ai oublié, mais il y a eu vraiment plein de monde pour faire en sorte que la donnée produite réponde le plus possible aux besoins des uns et des autres à tous les niveaux. Diapo suivante. Alors voilà, là, dans toutes les images qui vont arriver, je vous ai mis un certain nombre d'exemples un peu marquants. À gauche, vous verrez la couverture, à droite, l'usage. Il faut savoir que tous les objets portent les deux informations, évidemment. Alors aujourd'hui, dans les bases de données, on a des petits soucis parce qu'on a un mélange entre usage et couverture avec des bases de données type nomenclature Corinne Landcover, hein, qui date des années 90. On se retrouve par exemple avec la base aérienne de Cazaux que vous voyez entourée sur les deux images-là, qui est entièrement déclarée comme une zone d'activité et donc entièrement comptée comme artificialisée et qu'on ne peut pas détailler plus dans ces bases de données. Il faut voir que la base aérienne de Cazaux fait environ 3000 hectares et que sur ces 3000 hectares, il y en a environ une cinquantaine qui sont réellement artificialisés ou imperméabilisés comme on le veut, c'est-à-dire la zone vie, plus les pistes et les bâtiments qui sont autour. Tout le reste est en espace naturel, d'ailleurs on le voit très bien sur la petite imagette de gauche. Hein. Tout le reste, c'est des zones herbacées, c'est des zones y compris arborées, dont certaines sont soumises à des programmes de conservation, et donc c'est complètement inique de les compter comme artificialisés, d'autant qu'on se rend bien compte que la taille de cette tâche urbaine due à la base aérienne de Cazaux vient plus que doubler la taille de la tâche urbaine de la commune sur laquelle elle se trouve, et donc fausse complètement tous les calculs et toutes les mesures à ce sujet. Voilà, diapo suivante. Alors un petit exemple sur un parc de loisirs de Gujan, Gujan-Mestras, qui aujourd'hui
est entièrement compté, artificialisé dans toutes les bases classiques. Et on voit bien sur l'image de gauche où on a de la couverture, où on a des zones bâties, donc en général c'est des bâtiments, des zones non bâties, ça va être tout ce qui est revêtu, goudronné en particulier, hein, mais aussi le béton et compagnie. On a des zones herbacées, des zones en matériaux minéraux, des zones en feuillus, enfin en forêt de feuillus, etc. Voilà, on a une différenciation. Par contre, on sait qu'en usage, c'est de la production tertiaire, l'ensemble de cet espace. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on a la 4 voies qui va à Arcachon, qui passe au sud de la photo, et on a le gros rond-point, donc tout ça est en non revêtu et en usage tertiaire, et on a un gros rond-point qui, lui, est en herbacée couverture et en usage réseau routier. Donc on a et comme le sont les délaissés d'ailleurs, donc on a une image directe, sans avoir à bidouiller, de ce que contient tout ce qui est réseau routier comme différents types de couverture. Voilà, l'image suivante. Alors, c'est un golf, c'est encore à Gujan-Mestras, hein, il y a pas mal d'activités de loisirs et sportives à Gujan-Mestras. Les golfs sont aujourd'hui principalement, enfin quasiment tout le temps comptés entièrement comme de l'artificialisation ou de la consommation d'espace. Donc là, effectivement, c'est en production tertiaire en termes d'usage, mais on voit bien sur l'image de gauche qu'on a à la fois du bâti, du non bâti pour tout ce qui est les lotissements qui sont à l'intérieur du golf, mais on a aussi de l'herbacée, on a aussi de l'eau. On a quand même tous les lacs qui sont à l'intérieur du golfe et qui aujourd'hui sont comptés comme de l'artificialisé. Voilà, on a une vision plus fine du territoire. Diapo suivante. Encore un exemple qui est assez frappant, c'est les bâtiments agricoles. Aujourd'hui, on considère que les bâtiments agricoles sont souvent, ne font pas partie de l'artificialisation. Or, avec la diminution du nombre d'agriculteurs, il y a un certain nombre de corps de ferme qui sont rachetés pour faire du logement. Il y a même des hangars qui, en Gironde par exemple, ont été réhabilités pour faire du logement social. Et donc, du jour au lendemain, on se retrouve à avoir une artificialisation nouvelle importante, alors que non, c'est juste qu'on a changé l'usage de ces bâtiments. Et ben, l'OCSGE va permettre de répondre, enfin d'éviter ce hiatus. On a en couverture donc bien 4 bâtiments qui sont des bâtiments, donc en bâti, hein, et puis on a le reste en herbacé, en arboré, etc. Et on voit en usage sur l'image de droite que un des 4 bâtiments, et d'ailleurs le jardin en herbacé qui est autour, sont en usage résidentiel, alors que le reste sont des bâtiments agricoles qui sont sur de l'herbacé à usage agricole. Voilà. Image suivante. Donc, on voit des données de grande qualité métrique, hein, c'est très très fin. Donc, les bâtis et les zones non bâties en rouge sont très très bien détectés. Hein. On voit le tour du stade qui est au sud-ouest, qui est bien homogène, et les tribunes qui sont bien détachées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette nomenclature par rapport aux autres ne sépare pas en termes de taille minimum des objets en fonction de si c'est de l'artificialisé ou de ne pas l'artificialiser au sens ancien dans les nomenclatures Corinne Landcover. Là, il considère que tout ce qui est dans les zones urbaines doit être saisi beaucoup plus finement. Et par exemple, on descend à 500 mètres carrés pour tous les objets non imperméabilisés en zone urbaine. Par contre, on descend à 200 mètres carrés pour tout ce qui est zone bâtie. Et les autres, à l'extérieur de la zone urbaine, on descend à 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, les bonnes occupations du sol type Corinne Landcover descendent à 1000 mètres carrés pour tout ce qui est artificialisé et 1 hectare pour tout ce qui ne l'est pas. Donc on voit qu'on a une précision métrique plus forte. Voilà, diapo suivante, j'essaye d'aller un petit peu vite pour ne pas trop déborder. On voit aussi les évolutions très bien détectées, hein, puisqu'à chaque fois, on fournit 2 millésimes. Là, on a 2015 et 2018. On voit qu'au nord-ouest, il y a une évolution de l'image qui est assez bien détectée. Hein. On voit toutes les nouvelles routes et les nouvelles constructions. Mais même à l'intérieur de la tâche urbaine déjà existante, enfin des zones qui existaient en 2015, il y a des extensions de bâtiments qui sont très bien détectées. Et donc, on voit qu'on peut mesurer la densification, la modification de ce qui existait avant, ce qui n'est pas le cas avec les nomenclatures anciennes, telles qu'on en a un petit peu partout en France. Voilà, alors vous l'avez compris, tout ça est à venir, hein, ça va être produit France entière sur 2 millésimes d'ici au 1er avril 2024.
Donc, un premier département, le Gers, fin 2021. De mémoire, 15 départements en 2022, 50 en 2023, et les 35 derniers, non, c'est l'inverse, c'est 35 l'année prochaine, 50 et 15 les 3 premiers mois 2024, avec 2 millésimes à chaque fois. Sauf que tout ça, il faut le digérer. Hein. Certains disent, c'est pas parce qu'on a la donnée qu'on est capable de bien l'utiliser. Et donc, il y a, en début d'année, j'ai postulé à la Fabrique numérique pour monter une start-up d'État qui serait un service aval de l'Observatoire, qui s'appellerait SPART, le service de portrait de l'artificialisation des territoires. Aujourd'hui, on se retrouve avec les collectivités et les acteurs locaux qui parlent différemment. Hein, voilà. L'agriculteur dit moi, j'ai mon terrain qui fait 4 hectares, je voudrais le vendre pour préparer ma retraite. L'aménageur qui dit moi, je voudrais construire 40 maisons, ça me fait 4 000 mètres carrés d'artificialisation, etc. La collectivité qui dit moi, je vais ouvrir une zone AU de 10 hectares. Et puis, qu'est-ce qu'on met dans le bilan? C'est 4, c'est 10 hectares ou 4 000 mètres carrés, etc. Et puis derrière, il y a des services de l'État qui viennent vérifier tout ça avec des données qui sont différentes et puis aucune méthode ni donnée qui ne fait consensus. Donc, tout le monde finit par se battre et ça finit même au tribunal, un recours au tribunal administratif. C'est comme ça, par exemple, que le SCOT du bassin d'Arcachon a été complètement annulé en 2017 pour raison de mauvaise vision de son bilan de l'artificialisation. Et c'est un peu le cas aussi en ce moment du PLUI de la métropole toulousaine. Donc, c'est des sujets assez sensibles. Donc, voilà, que va faire SPART? Oui, voilà. Donc, appuyer évidemment sur l'Observatoire national de l'artificialisation des sols, hein, sur la définition de l'artificialisation qui va sortir de la loi, sur le groupe de travail indicateur national, mais tout ça, c'est une vision nationale, ils ne peuvent pas se permettre de descendre en infracommunal pour répondre à des besoins de PLU ou de PLUI ou de SCOT. Hein. Aujourd'hui, ils diffusent au maximum sur un carroyage kilométrique, mais ils ne descendent pas en dessous, ce n'est pas possible France entière. Et puis bien sûr, sur l'occupation du sol à grande échelle qui sera produite d'ici à 3 ans, tout ça, on va, parce que je ne suis pas tout seul bien sûr dans cette start-up, développer un produit qui permettra à tout un chacun d'aller regarder et d'aller produire un portrait de l'artificialisation de son territoire. Alors, diapo suivante. Donc voilà, je viens déjà de vous dire un peu tout ça. Et puis évidemment, tout le monde sera content comme ça. Hein. Et puis ça mettra fin aux guerres de chiffres et de bilan parce qu'en fait, beaucoup d'élus nous ont dit pendant la phase d'investigation qu'on a menée au début de la start-up, en fait, nous, on commence à en avoir un petit peu assez. On aimerait bien que tout le monde se mette d'accord dès le début, qu'on ait enfin des chiffres communs entre nous, les services de l'État, etc. Et les bureaux d'études, même ceux qui savent bien faire, nous disent d'un département à l'autre, c'est pas la même chose. Celui qui a fait le SCOT avant nous n'a pas les mêmes méthodes que nous, etc. Là, comme ça, voilà, on partira d'une définition de la donnée nationale qui sera dans le décret d'application de la loi pour produire des choses s'appuyant sur tous ces textes réglementaires. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dedans? Plein de choses. Hein. Donc, par exemple, là, sur le territoire d'Arcachon, on pourra voir la tâche urbaine, par exemple, qui est en rouge, hein, qui fera partie des définitions de groupe de travail indicateur. Donc, le territoire de 146 000 hectares, tâche urbaine qui fait 8% du territoire, une extension de 9,9% ces 10 dernières années, etc. Et augmentation de la population, par exemple, parce qu'évidemment, ça sera des portraits de l'artificialisation des territoires et de leurs déterminants. Voilà, donc après, on peut évidemment faire des statistiques, et c'est évidemment pas une vision complète hein, de ce que pourra faire SPART, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Si on passe à la diapo d'après pour faire rapidement, voilà la tâche urbaine telle que nous on l'a produit aujourd'hui. On peut voir les extensions, on voit des petits points rouges en dehors de la tâche urbaine, on peut voir les endroits où il y a de la densification. En couplant ça avec les fichiers fonciers, on peut savoir le nombre d'appartements, de maisons individuelles, de locaux commerciaux qui ont été construits depuis 10 ans, la vacance à 2 ans, etc. Enfin voilà, plein de choses. Tout ça, on est en train de réfléchir au contenu avec les territoires, avec les acteurs du territoire, pour produire ça au plus vite. J'étais un petit peu bavard sans doute. Et j'en ai fini. Merci. Est-ce que Nadège est par là?
Bon, on va continuer. J'entends plus. Vous m'entendez? Alors, on vous entend, Philippe. Tout à fait. Je demande où est passé Nadège. C'est pas grave, donc je vais reprendre. Donc, Clément, c'est à vous la parole pour nous parler du ZAN au niveau de l'échelle départementale. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais tout de suite vous demander de passer à la diapositive suivante. Alors, le département de Loire-Atlantique est dans une situation particulière au regard de l'artificialisation, au vu de son attractivité sur le territoire, hein, qui est très forte, qui est le deuxième département le plus attractif, avec 17 000 habitants nouveaux par an sur son territoire. Donc, l'exécutif a fait le choix en décembre 2020 de faire passer une délibération de principe, donc avant la loi climat-résilience, engageant le territoire vers une réduction significative de la consommation des sols et en inversant la logique d'aménagement pour privilégier l'étalement, qui privilégie l'étalement de la ville à son renouvellement urbain et pour promouvoir une densification de l'habitat et des zones d'activité économique qui sont très consommatrices d'espace. Donc, c'est une délibération de principe visant à faire passer le département vers la neutralité foncière. Donc, c'est un choix fort du département qui, on se l'est dit dans les échanges préparatoires, n'est pas forcément une action courante pour un conseil départemental. Donc, ça me paraissait utile de pouvoir vous expliquer comment est-ce qu'on compte intervenir sur ces sujets et comment on intervient déjà. Alors, dans la diapo suivante, vous allez voir qu'on a 3 axes qui ont été posés par cette délibération de principe. Donc, tout d'abord, la promotion de la sobriété foncière et le développement des alternatives à l'étalement urbain. Donc, c'est une fonction de mise à disposition de la connaissance et de sensibilisation, de formation sur le territoire des élus et des services en lien étroit avec les services de l'État. Un deuxième sujet qui est l'exemplarité du département aménageur, puisque les départements sont aménageurs du territoire sur notamment le réseau routier, mais pas que, sur nos bâtiments également, avec une intervention, vous allez voir, sur les délaissés de voirie qui sont à renaturer. Et enfin, engager le virage collectivement sur le territoire avec un travail de fond qu'on mène au titre de notre compétence de solidarité territoriale et d'accompagnement des communes et des EPCI, que ce soit sur l'habitat ou sur la revitalisation du territoire. Donc, sur la slide suivante, une petite carte qui montre, une carte de l'INSEE qui montre la dynamique démographique très, très importante de la Loire-Atlantique à l'échelle des Pays de la Loire, même au niveau national, puisque la Loire-Atlantique génère 69% du gain de population des Pays de la Loire, alors qu'elle n'en rassemble que 37% des résidents. Donc, elle a gagné 83 730 habitants entre 2013 et 2018, donc 3e dynamique nationale. J'étais resté sur la 2e, c'est la 3e. Et donc près de 17 000 habitants nouveaux par an. Donc évidemment, l'équation ne se pose pas du tout de la même manière quand on a plus de 1 000 habitants, de 2 000 habitants ou 17 000 habitants. Sur la diapositive suivante, vous avez ici une image de ce que représente l'artificialisation du territoire. Alors évidemment, M. Loriot a raison et son travail est très important pour affiner cette connaissance du territoire. Malgré ça, malgré les éventuels défauts qu'on peut avoir des sources de données, le département a sa propre source avec sa base de données départementale le mode d'occupation des sols, la BDMOS. On voit que, du coup, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le département a vu une évolution décorrélée de sa population et des surfaces artificialisées, puisqu'on a doublé la population du département de Loire-Atlantique, qui est passée de 700 000 à 1,4 million, et dans le même pas de temps, l'artificialisation, les hectares artificialisés sont passés de 28 374 à 94 833, donc l'artificialisation a été multipliée par 3, alors que la population a été multipliée par 2. Donc, c'est cette dynamique est celle qui nous inquiète et qui, on l'a vu ces dernières années, semblait stagner, semblait arriver à une forme de plateau, mais nos derniers éléments nous laissent à croire que l'artificialisation reprend. Donc, sur la slide suivante, la question qui également est devant nous, c'est celle des réserves d'artificialisation, ces réserves d'urbanisation. Donc, c'est un territoire à la Loire-Atlantique qui est très marqué, comme vous l'avez pu le voir dans la slide précédente, qui est marqué par l'étalement urbain
et la périurbanisation autour de la métropole nantaise et du littoral notamment, et qui non seulement poursuit sa dynamique de périurbanisation, mais a des réserves importantes, puisqu'il reste 5 450 hectares inscrits au PLUI dans les zones ouvertes à l'urbanisation, et 6 731 hectares inscrits dans les espaces en réserve d'urbanisation, donc, dont près de 5 300 sont encore sans artificialisation. C'est ces réserves encore d'artificialisation qui représentent à ce rythme encore 10 à 15 ans devant nous d'artificialisation du sol sur le territoire. Donc, la délibération de principe sur la neutralité foncière, elle vise vraiment à renverser la dynamique et à renverser le paradigme d'aménagement du territoire sur notre département. Alors, dans cette action du département, donc, première chose qu'on souhaite faire, c'est à la fois promouvoir ce changement de paradigme avec des temps forts qui ont été organisés, et notamment une série de colloques. Donc, il y a eu un premier colloque en 2019 qui avait été accompagné d'une publication d'un hors-série de la revue Place Publique. On pourra vous communiquer les liens pour vers ces différents supports. Et un deuxième colloque qui a eu lieu donc en numérique en novembre dernier autour de la question des terres aménagées, en présence notamment d'un urbaniste de la place nantaise, donc Sylvain Grisot, qui a écrit sur l'urbanisme circulaire, donc qui a inspiré beaucoup nos réflexions. Ces temps collectifs nous permettent de créer une culture commune autour de l'artificialisation, et dans la slide suivante, vous verrez que on a pu présenter les résultats lors de ce colloque d'une enquête menée avec la Gazette et InfoPro sur les défis face à l'artificialisation des sols. Donc, un rapport conduit, une enquête conduite auprès de la population à l'été 2020, qui montre qu'il y a encore un effort important à faire de sensibilisation de la population, puisque beaucoup des concitoyens, mais également de nos élus locaux, n'ont pas forcément connaissance ou conscience de ce qu'est l'artificialisation des sols, avec des problématiques de définition qui se mélangent entre l'imperméabilisation, la consommation, l'artificialisation. Et au-delà de ça, cette enquête elle a montré un effet Covid très important autour de la sensibilité aux enjeux environnementaux, mais pas forcément de volonté de nos concitoyens de remettre en cause leur modèle idéal d'habitat. Et ça, c'est évidemment les fondamentaux derrière de la dynamique d'artificialisation. C'est-à-dire que tant qu'on reste sur un idéal d'attractivité vers de la maison individuelle avec un grand jardin, il sera compliqué de lutter contre cette dynamique d'artificialisation. Aujourd'hui, ce qui est peut-être plus acceptable par les citoyens, ce que montrait cette enquête, c'était les espaces partagés. En revanche, la remise en cause de tout espace vert privatisé est quand même aujourd'hui il y a encore une marche à franchir dans la prise de conscience des citoyens vis-à-vis de ces enjeux d'artificialisation, puisque dans leur équation personnelle, nos concitoyens ne font pas forcément le parallèle ou la connexion entre les enjeux de biodiversité, de protection de l'environnement et de l'artificialisation. Donc, dans la slide suivante, sur les actions concrètes que peut mener le département. Donc, tout d'abord, les départements peuvent définir des périmètres d'espaces naturels sensibles, mais également des PEAN, qui est un outil peut-être moins connu que les ENS, donc des périmètres de protection des espaces agricoles et naturels. Donc, on en a 3 sur la Loire-Atlantique. Donc, vous voyez en rose, ce sont nos espaces d'ENS, et en orange, vous voyez nos espaces nos périmètres de PEAN, donc PEAN qui sont prévus au Code de l'urbanisme et qui sont des périmètres partenariaux, puisqu'ils doivent se définir en lien très étroit avec les communes, être cohérents avec les SCOT et être aussi construits en accord avec les consulaires, la Chambre d'agriculture en particulier. Ils visent principalement à préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, donc qui sont ces espaces qui sont consommés dans la dynamique d'artificialisation de notre territoire. On a du coup, au-delà du périmètre et ensuite des capacités de préemption et éventuellement d'acquisition foncière que ça peut permettre pour le département et les collectivités associées. On a des programmes d'action qui sont associés à ces périmètres qui
qui vise à animer l'action, notamment de la préservation des modèles agricoles, de la transmission, de la préservation des circuits courts pour nous assurer qu'on évite une déprise agricole sur ces territoires. Donc, vous voyez, alors, il y a une tâche orangée, évidemment, un peu plus importante que les autres, qui est le péant autour de Erdre et Gèvres, puisque vous avez ici un espace important autour de Notre-Dame-des-Landes. Dans les actions également que nous menons au département, donc dans la slide suivante, sur l'exemplarité du département en tant qu'aménageur du territoire, donc nous disposons d'une connaissance assez fine de notre patrimoine routier, puisque le département a mené un travail, un livre blanc autour de la route de demain il y a quelques années, et qui a permis d'identifier les délaissés de voirie. Et ici, vous avez une aire d'arrêt qui est à Rouget, en Loire-Atlantique, et qui fait l'objet d'une expérimentation avec le CEREMA et l'IFSTAR sur la définition des coûts et des méthodes de la renaturation des délaissés de voirie, qui seront des espaces importants, qui nous permettront d'aller aussi vers la partie compensation ou renaturation de la séquence ERC qui est aussi associée à la démarche de lutte contre l'artificialisation. Donc, c'est une des expérimentations. Ensuite, vous avez un travail de fond qui est mené sur le partenariat avec le territoire. Donc, c'est le troisième volet, donc amener un changement collectif autour de cette démarche, puisque le département n'a pas à proprement dit de compétences de maîtrise du sol, mais accompagne au titre de sa compétence de solidarité territoriale et sa politique contractuelle tout le territoire, communes et intercommunalités, vers des dynamiques de renforcement des centralités, des polarités du territoire, et notamment des cœurs de ville et des cœurs de bourg. Donc on a signé une convention de partenariat avec l'État et la Banque des Territoires, notamment sur le programme Petites Villes de demain, mais nous avons notre propre politique de revitalisation des cœurs de bourg, et vous voyez ici la couverture en vert de la démarche cœur de bourg du département, et en bleu les 24 petites villes de demain qui forment l'armature urbaine du département et qui sont notre armature, l'armature que nous souhaitons renforcer pour éviter justement l'extension urbaine dans l'habitat. Et c'est un travail fin de requalification et d'amélioration des aménités dans les cœurs de bourg qui est mené avec d'importants investissements du département. Donc, une dernière action que nous sommes en train de mener, également expérimentale, sur donc cette fois-ci l'habitat. Donc, avec l'État, nous avons coproduit un guide qui s'appelle « Les 7 clés d'une opération dense réussie ». On pourra vous communiquer également le lien. On a trouvé 2 territoires volontaires pour expérimenter ces conditions d'une opération d'habitat dense réussie, qui nous ont permis de montrer quelques premières observations autour de ces expérimentations. Tout d'abord, la question des projets de territoire. L'habitat dense vient souvent percuter un projet de territoire préexistant qui est acté dans un PLU, voire un SCOT. Les délais de négociation foncière, donc évidemment, l'enjeu de lutte contre l'artificialisation vient parfois être mis en balance avec les délais de libération du foncier, qui sont, les acteurs fonciers ne sont pas des acteurs économiques rationnels, sont des foyers, des familles avec de l'attachement à leur lieu de vie, ou alors des acteurs économiques qui également peuvent laisser des friches longtemps dans des cœurs de bourg parfois. Donc on a ce travail de négociation foncière, cette prise en compte également de la dureté des enjeux environnementaux. On a des échanges nourris avec les aménageurs sur ces sujets pour éviter les mauvaises surprises au cours de l'aménagement futur de ces zones. La résistance au changement, notamment sur les coûts du renouvellement urbain, il ne faut pas oublier cet élément économique très important dans nos enjeux de lutte contre l'artificialisation. C'est évidemment moins cher de faire de l'artificialisation que de faire du renouvellement urbain en dentelle dans des cœurs de bourg existants. Donc, ce modèle économique non stabilisé aujourd'hui, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une réponse à une question au gouvernement de la secrétaire d'État à la biodiversité. Et enfin, des sujets très importants, c'est l'intégration de la concertation et de l'association des futurs usagers, et non des seuls riverains existants, parce que les riverains existants vont vite avoir tendance à ne pas vouloir d'habitat dense,
alors que des usagers futurs qui éventuellement peuvent venir de territoires métropolitains ou d'autres territoires peuvent être intéressés par ces nouvelles formes d'habitat à travailler enfin avec les architectes, puisque, comme on le montrait, au-delà des grandes données sur l'artificialisation, il faut qu'on aille dans un niveau de détail assez fin, et les architectes et les urbanistes auront un rôle majeur dans la conception de l'habitat futur et son acceptabilité et la préservation du cadre de vie. Donc, quelques perspectives enfin, très rapidement sur cette action. Donc, nous allons avoir au département la mise à jour de notre base de données sur l'occupation des sols, un programme d'infrastructure écologique de mobilité, le plan départemental de l'habitat qui comportera également un volet foncier important, la poursuite de l'accompagnement des communes dans la révision de leurs documents d'urbanisme post-loi climat, la montée en puissance d'un dispositif autour de la renaturation, et puis enfin la mise en œuvre aussi du nouveau programme de notre EPF de Loire-Atlantique qui est aujourd'hui très centré sur le renouvellement urbain. Philippe, tu as ton micro coupé. Merci Clément pour cette intervention. C'est bien de mettre en valeur enfin, l'échelle du territoire qui est le département, parce qu'on n'imagine pas spontanément quel rôle peut avoir le département dans le cadre du ZAN. Et je crois que c'est important pour Noémie peut-être et Grégoire Ferrer de voir un peu cette action départementale et qui vont nous dire si chez eux, en fin de compte, il y a cette même relation entre le département et les acteurs du territoire ou pas. Donc, je vais laisser la parole à Grégoire Ferrer pour Bordeaux Métropole. Merci Philippe. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Donc oui, il y a pas mal de liens entre ce que vient de dire Monsieur Lebras-Thomas et ce que je vais pouvoir vous montrer à une échelle un petit peu plus fine. Donc on continue la descente vers l'échelle plus fine de territoire et finalement, je crois qu'on va se rendre compte que plus on descend dans la précision ou dans le projet ou dans l'échelle fine, et plus ça se complique quelque part. Voilà, parce que c'est là où il faut trouver les clés des équilibres d'opération, les clés de renouvellement. Donc, voilà, je me permets d'insister d'entrer sur ces points parce que c'est au niveau opérationnel et voilà, au sein des communes ou des EPCI, je crois que c'est là où réellement le niveau opérationnel se joue le plus. Eh bien, c'est là où finalement il faut trouver des solutions et avec l'appui d'un département, ça peut être bien plus facile. Donc, chez nous, c'est un petit peu pareil. Le département, finalement, structure plus le territoire périurbain. Je pense qu'en Creuse, c'était un petit peu aussi en Loire-Atlantique ce qu'on a vu, où structurer l'armature urbaine autour de la métropole plus centrale qui a sa propre, on va dire, autonomie. Voilà, en Gironde, c'est un petit peu le même schéma. Alors, au niveau métropole, donc, pour nous, le ZAN donc, place le foncier comme une ressource naturelle à préserver, dans le sens ressource naturelle pour la biodiversité, pour l'agriculture. Donc, et place de fait la ressource foncière pour l'aménagement eh bien, de façon très limitée, puisqu'on coupe. Aujourd'hui, historiquement, voilà, les villes se fabriquaient plutôt sur de l'extension urbaine. On l'a bien vu en Loire-Atlantique avec des réserves foncières de plusieurs milliers d'hectares dans des réserves d'urbanisation. Donc, ce sont bien a priori des territoires aujourd'hui naturels qui sont réservés. Donc, ça, demain, ça n'existera plus. Donc, ça va renvoyer la pression sur les terrains du renouvellement urbain. Donc, le ZAN nous conduit à nous réinterroger fortement sur notre façon d'agir et sur notre façon surtout de mobiliser le foncier. Donc, moi, c'est là-dessus que je vais vraiment intervenir. Donc, en réduisant la quantité de foncier, on va dire, potentiellement disponible pour le développement ou l'aménagement donc urbain économique, cela va potentiellement accroître la concurrence sur les fonciers que nous, on qualifie stratégiques du renouvellement urbain, puisque forcément, on réduit la part du gâteau, donc
les fonciers du renouvellement, comme les friches ou des fonciers qui ne sont pas des friches, mais qui sont sous-utilisés, vont devenir vraiment de plus en plus importants et va devenir la ressource principale du renouvellement, de la fabrique de la ville. Et donc, ceci risque d'avoir un impact important sur les prix fonciers, sur la concurrence sur ces terrains-là pour les maîtriser, et donc va concrètement poser des difficultés aux collectivités, aux EPF, aux bailleurs, aux aménageurs pour maîtriser ces fonciers. Donc, en lien avec le ZAN, il est absolument nécessaire d'établir des stratégies foncières dans chacun de ces territoires et d'établir des schémas de gestion de la ressource foncière. Hein. C'est, à mon sens, une donnée essentielle pour accompagner le ZAN. Donc, un focus sur les prix. Donc, établir des stratégies foncières, c'est déjà connaître sa matière, connaître le foncier de son territoire et connaître ses dynamiques. Donc, quelques exemples sur Bordeaux Métropole en termes de prix. Donc, ce graphique nous montre 4 grands repères pour le foncier et l'immobilier à vocation résidentielle. Donc, en haut, vous avez le foncier et l'immobilier des particuliers, et en bas, avec les cercles rouges, c'est un zoom, une extraction sur le foncier et l'immobilier, mais porté par les professionnels. Autrement dit, les promoteurs en majorité, puisque sur la métropole de Bordeaux, il y a comme Nantes a priori, ou Toulouse, ou voilà, on a un marché des promoteurs qui est extrêmement développé et une action privilégiée des promoteurs dans la fabrique de la ville. Pour ceux qui connaissent, Rennes a une politique, par exemple, un peu différente, avec une tradition plus importante de maîtrise publique, ce que n'a pas Bordeaux, là en partie, mais pas à une échelle aussi importante que Rennes, et on n'est pas sur la même taille non plus d'agglomération. Donc, si on s'attarde sur le marché des professionnels, on voit que sur la métropole bordelaise, pour ceux qui connaissent, hein, on va de Bordeaux-Centre à quand même des territoires où on est à plus de 30 minutes de Bordeaux-Centre, donc des communes presque périurbaines, hein, limite, hein, en limite, oui, du périurbain. Mais partout, de Bordeaux-Centre au périurbain, on est dans le logement neuf à plus de 4 000 €. On est entre 4 et 5 000 € aujourd'hui, ce qui est très, très fort, très important. Et l'effet levier de ces valeurs sur le foncier, on le connaît, il a été théorisé par de nombreux auteurs, hein, penseurs. Donc, à partir du moment où on peut vendre des logements chers, mécaniquement, par le montage des opérations, on peut acheter du foncier cher. Donc, les prix dans l'agglomération foncier oscillent par les professionnels entre 500 et 1 500 € du mètre carré de terrain. Et eh bien, les collectivités, elles doivent se positionner dans ce marché-là. Quand elles ont besoin de maîtriser du foncier pour des équipements ou pour des aménagements, des opérations d'aménagement, c'est sur ce marché-là qu'elles vont devoir se positionner. Donc, ça pose un problème concret de ressources et de capacité à maîtriser du foncier, d'où on va dire le schéma un peu le schéma un petit peu mauvais qui s'installe, c'est que finalement les promoteurs isolent quelque part la ressource foncière et la rendent presque inaccessible aux aménageurs ou bailleurs publics. On peut passer à la diapo suivante. Là, un autre aspect sur le prix, et pour aussi quelque part démonter ou voilà, alerter sur attention aux postulats, aux grandes idées qu'on veut bien nous faire entendre. Le graphique vert, la courbe du haut, montre l'évolution donc des prix depuis les années 2010. Et ce qui est encerclé là par les petits points, donc c'est un zoom depuis les années 2015, grosso modo. Eh bien, cette période 2015-2020 sur la métropole bordelaise a été la période où on n'a jamais autant construit. Pour vous donner une idée, dans ces années-là, on est à peu près à 8 000, 7 à 8 000, voire des pointes à 10 000 logements réalisés par an, ce qui est quand même au niveau national très important. Je pense qu'il y a assez peu de territoires qui produisent autant. Bon, Paris,
on le met à part, mais même Lyon, Marseille, voilà, ils ont peut-être des dynamiques un peu supérieures, mais pas beaucoup, je pense. Donc, il y a eu un vrai effort de fait dans le renouvellement. Hein. La métropole bordelaise a quand même, j'y reviens pas, mais depuis des années, a intégré cette question de limiter l'étalement urbain dans sa politique depuis 2006, depuis son premier PLU intercommunal. Donc, je dirais qu'on n'est pas en retard sur la question du renouvellement, mais là où on a laissé passer quelques trains, c'est sur la question de la maîtrise du foncier, par contre, et des dynamiques qu'on n'a pas vraiment vu venir. Et donc, on a beaucoup construit pensant que libérer la construction, enfin, oui, libérer ou encourager la construction à aller quelque part réguler, contribuer à la régulation du marché, c'est ce que nous laissaient entendre nos partenaires que sont les promoteurs, eh bien, constat, non, absolument pas. On n'a jamais autant construit, les prix n'ont jamais autant augmenté. Voilà, alors quand on rentre plus dans le détail, eh bien, c'est le poids notamment du logement défiscalisé, hein, logement Pinel, pour ne pas le nommer, sur lequel je vous invite à être assez vigilant dans vos territoires, parce que le logement Pinel, on peut le vendre à des niveaux de prix très élevés, et dans notre métropole, il pèse presque la moitié de la production. Donc, c'est lui qui est derrière ces courbes d'augmentation des valeurs immobilières et des valeurs foncières. Et la question sur quel modèle veut-on, comment produit-on notre ville, Monsieur Lebras, Thomas en parlait sur les aspects économiques des opérations. Bien, c'est là qu'il faut, à mon sens, aller chercher sur voilà, comment on produit, quels sont les modèles. Et il y a des choses là, avec notamment l'État, le ministère du Logement, des Finances, il y a des points à s'interroger fortement sur ce logement défiscalisé et sur les dérives qu'il peut produire. En tout cas, les collectivités ont des moyens de le réguler à travers leur PLU. Si on peut passer à la diapo suivante. Un autre aspect, on a parlé des prix, un second aspect sur l'état de la ressource foncière mobilisable. Ça, c'est un passage également obligé pour faire des stratégies foncières dans les territoires. On a dit connaître les dynamiques, connaître la ressource foncière. Là, je parle en renouvellement urbain. Hein, les tâches orange et violette sont des fonciers de renouvellement urbain, presque exclusivement. On ne parle pas de terrain naturel ou agricole, hein, et notamment dans le foncier orange, le foncier, on va dire, mixte, à vocation résidentielle, il n'est que constitué de fonciers aujourd'hui artificialisés, pour reprendre les termes de M. Loriot. Dans le violet, dans l'économique autour de l'aéroport à l'ouest de la carte, on a là des secteurs aujourd'hui à l'état naturel, mais pour le reste, on est presque exclusivement sur de l'artificialisé. Donc, on répond quelque part déjà aux injonctions du ZAN, mais la question, c'est voilà, comment maîtriser, comment réguler cette ressource foncière-là et comment la consommer, on va dire, du mieux possible. En termes de chiffres, cette ressource foncière, 1000 hectares de foncier à vocation mixte, 1100 hectares, selon les rythmes de consommation actuels, cela nous donne une capacité de développement à peu près de 10 à 15 ans. C'est très faible à l'échelle de l'histoire de l'urbanisme ou du développement d'une agglo. C'est à peine un PLU devant nous, quoi, si je puis dire. Et quand on sait que le ZAN arrive derrière, ça veut dire qu'on ne trouvera pas à l'extérieur des frontières, on ne trouvera pas de ressources foncières pour se développer. Donc aujourd'hui, l'état de notre connaissance foncière et des dynamiques de mobilisation fait qu'au-delà de 15 ans, on a peu de visibilité. Et je pense que si on comparait ça à Nantes ou Toulouse, je pense que le constat est à peu près pareil hein, à l'heure actuelle dans les métropoles ou les agglomérations françaises. Excusez-moi, M. Ferrer, juste pour Noémie, est-ce que Noémie, tu peux rester 10 minutes de plus parce qu'on va déborder un petit peu. Pas de problème. Ok, merci beaucoup. On était un petit peu juste en temps, donc je propose qu'on close à 10h15. Voilà, on se donne 15 minutes de plus. Moi, j'ai une dernière diapo. On va rester sur celle-là quelques secondes, si vous pouvez rester sur celle-là, et après, je conclus. Donc, par rapport à cette ressource foncière en renouvellement qui est
très, très limité parce qu'on a beaucoup consommé sur les dernières années. Je vous disais depuis les années 2015 qu'on n'a jamais autant construit, mais finalement, on peut s'interroger sur ce qu'on a produit sur ces dernières années. C'est là où le constat fait un petit peu mal finalement en termes notamment de mixité sociale, de logement social et de logement abordable. Quand on voit les niveaux de prix, c'est là où on aurait dû avoir des objectifs, je pense, plus ambitieux. Donc, à partir de maintenant, quelque part, ou avec les injonctions du ZAN, on pourrait formuler l'ambition, en tout cas c'est celle qu'on essaie de promouvoir au sein des communes de la métropole, que chaque foncier mobilisé pour un projet, on va dire, nouveau, réponde ou apporte une plus-value au territoire et ne fasse pas simplement un projet d'artificialisation qui va produire 10 logements, 15 logements en défiscalisation, parce que ça, quelque part, ça n'apporte pas, ça crée des îlots de chaleur, ça artificialise le sol et ça fait du logement pour des investisseurs voilà, qui défiscalisent. Donc, la réponse en termes d'objectifs d'intérêt général, elle est faible et ça produit plus de pollution et d'externalités négatives. Donc, c'est faire en sorte que chaque foncier qui mute pour un projet doit répondre à sa juste mesure à des objectifs d'intérêt général, de la végétalisation, de la biodiversité et du logement du logement social ou abordable. Et ça, quelque part, ce n'est pas impossible. On le voit dans les bilans, ça se travaille, ça s'anticipe, mais ça implique voilà, une planification forte et une connaissance assez forte de son modèle d'urbanisme. Voilà, on peut passer à la conclusion. Donc, on considère que le foncier est l'une des clés essentielles, finalement, pour la mise en œuvre du ZAN et la mise en œuvre du développement d'un territoire de qualité. Le ZAN va nous obliger à être plus vigilants à l'égard de la ressource foncière, on le voit, et nous obliger à nous interroger sur ce que l'on produit avec notre ressource foncière, comment on la livre aux aménageurs, parce que cette ressource est un bien public, quelque part, et très limité. Donc, pour cela, les apports de la stratégie foncière et de la politique foncière dont vous disposez au sein de vos territoires et de vos collectivités sont des atouts qu'il faut mobiliser, donc notamment avec des structures comme les EPF, la SAFER, les offices fonciers solidaires, voilà les différentes strates des collectivités. Donc, je terminerai en formulant trois propositions au-delà de la question du prix, des dynamiques et de la question de la ressource foncière qu'on a brièvement abordée. 3 propositions. Redonner plus de poids à l'observation et à la prospective foncière, ça rejoint un peu l'intervention de M. Loriot, voilà, sur connaître son foncier et l'identifier, son foncier de renouvellement ou d'aménagement, voilà, pour reprendre la main sur l'évolution de son territoire. Deuxième proposition, redonner plus de poids à la planification. Attention, on entend souvent les élus dire la planification, c'est trop compliqué, les habitants, etc. Il y a plusieurs niveaux. Ces questions-là, nécessairement, sont complexes. Le ZAN, les injonctions contradictoires. Donc, les outils de la planification sont quand même là pour réguler les marchés. Donc, voilà, mobilisons-les à leur juste niveau. Et dernière proposition, re-questionner et anticiper les besoins de maîtrise foncière, notamment à travers les outils de maîtrise que sont les EPF, pour n'en citer qu'un, ou les propres capacités des collectivités, métropoles ou départements qui peuvent faire de la réserve foncière. Voilà, merci. Merci, M. Ferrer, pour cette vision métropolitaine. Alors, on va redescendre du macro vers le micro. Et je vais laisser la parole à Noémie pour nous parler du ZAN au niveau de l'opérateur à présent, donc de l'aménageur. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Noémie Ward, directrice de la stratégie et de l'innovation d'EPAMAR NEPA France. Donc, effectivement, on va changer d'échelle et en même temps, mon propos, il va faire pleinement écho avec celui de Grégoire Ferrer. Donc, voilà, moi, le point de vue que je vais vous livrer, c'est bien celui d'un aménageur public. Donc, quelques éléments de présentation. On aménage l'Est parisien sur un périmètre de 44 communes qui croisent 3 départements et 6 intercommunalités. Donc, EPAMAR et EPA France
Ils ont été créés pour développer la ville nouvelle de Marne-la-Vallée en extension urbaine. Et l'histoire des PA-France, elle est étroitement liée à la réalisation du parc Disney. En fait, dans les années 70-80, l'enjeu, c'était vraiment d'assurer le meilleur équilibre entre l'Est et l'Ouest en Île-de-France, à l'appui d'investissements massifs dans les infrastructures, notamment l'autoroute A4 et le RER A. Et c'est donc sur des sites desservis et équipés, donc sur du foncier maîtrisé, qu'EPAMarne et EPA-France produisent des logements, des activités économiques, des équipements publics, dans une logique parfaitement opposée à celle de mitage et d'étalement urbain. Et les développements sont importants puisque d'ici à 2025, on parle de 20 000 logements neufs à construire, 1,5 million de mètres carrés d'activité économique, c'est 5 milliards d'euros d'investissement public et privé. Donc nous, en tant qu'aménageurs, on peut passer à la diapo suivante, merci. En tant qu'aménageurs, on n'a pas du tout attendu les débats sur le ZAN pour nous soucier de l'artificialisation des sols. D'ailleurs, dans notre projet stratégique et opérationnel à 5 ans, qu'on a voté en 2019, eh bien, nos défis, nos objectifs, ils recouvrent pleinement les finalités du ZAN, puisque nos 6 défis, c'est le climat, la nature, la santé, la mobilité, la cohésion sociale et territoriale. Ce sont les défis de notre PSO. Et de quoi est-ce qu'on parle? On parle des finalités du ZAN parce que le défi cohésion sociale et territoriale, c'est polariser le développement dans des villes courte distance autour de gares existantes ou futures, où la densité est généralement supérieure à celle qu'on trouve en deuxième couronne parisienne. Parce qu'au travers du défi climat, on parle de limiter l'imperméabilisation, promouvoir la transition agroécologique. Au travers du défi nature, on vise une gestion vertueuse de l'eau, on vise la préservation de la biodiversité. Et d'ailleurs, nos projets se distinguent par des espaces de pleine terre généreux et de grands espaces verts. Bref, au quotidien, on poursuit les finalités du ZAN et je vais en prendre un exemple très concret pour l'illustrer, celui de l'écoquartier de Montévrain et de son cœur agro-urbain. Donc, on peut passer à la diapo suivante. L'écoquartier de Montévrain, il a été lancé en 2011 en extension urbaine sur 150 hectares, qui étaient avant des terres agricoles, qui étaient cultivées de façon conventionnelle. La ZAC, elle s'organise autour d'un cœur agro-urbain de 20 hectares qui prévoit de l'agriculture urbaine en maraîchage bio, avec l'installation d'un hangar agricole, d'un point de vente et de 2 agriculteurs. Donc, on y travaille avec l'agence MADEC, qui est notre maîtrise d'œuvre urbaine. Il a fallu du temps pour développer ce projet qui s'est construit en dialogue étroit avec les partenaires locaux, les collectivités locales, les maraîchers, les porteurs de projets, la chambre d'agriculture. Et on a l'habitude de dire que c'est un projet agri-urbain parce qu'il est pensé de façon globale, sans être totalement agricole ni totalement urbain. Ce qui est placé au cœur du projet, son essence même, c'est de considérer les sols comme un formidable régulateur du climat, du cycle de l'eau. On cherche à valoriser les sols, que ce soit leur valeur agroéconomique, mais aussi climatique, hydraulique et même sociale. Et c'est bien le projet agricole qui est le maillon essentiel du projet urbain, puisque c'est lui qui permet de produire une alimentation saine en circuit court et qui garantit aux habitants l'accès à la promenade et à la nature. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc ce projet, en fait, il renvoie à une pensée globale sur 150 hectares. Et les objectifs croisent très clairement les finalités du ZAN parce que ce qu'on recherche, c'est la sobriété foncière avec un travail fin sur les densités. On a beau travailler en extension urbaine, sur d'anciennes terres agricoles, en fait, on a une vision urbaine qui s'exprime. On a cherché à développer les programmes résidentiels sur des îlots plus petits pour dégager le foncier et les marges financières nécessaires au développement du cœur agro-urbain. On a tenu compte des modèles économiques des agriculteurs pour que le projet agricole soit viable. Et puis, la gestion de l'eau, elle est alternative, elle témoigne de notre pensée globale et intégrée pour recharger la nappe et irriguer les parcelles mises en culture. Bref, vous l'avez compris, ce projet, ce n'est pas qu'un projet agricole, c'est un projet productif, économique, social, c'est aussi un grand régulateur climatique avec de vrais enjeux pour la biodiversité. D'ailleurs, on a des espèces rares qui sont venues se réinstaller dans l'écoquartier. Donc, c'est un projet qui rend un énorme service en termes de gestion hydraulique, aussi pour prévenir les risques d'inondation au nord de la Marne. Donc, même en extension urbaine, cela vous montre qu'on peut répondre aux finalités du ZAN. Du coup, pour éviter d'empêcher au nom du ZAN en fait, des projets d'aménagement qui certes consommeraient du foncier, mais répondraient en fait à ces finalités, il faut évidemment partager les bonnes définitions, les bons outils de mesure, réfléchir à la bonne échelle. C'est l'objet de notre séminaire. Et force est de constater qu'avec le projet de loi climat et résilience, on est encore au milieu du gué. Alors, pour alimenter la réflexion,
Je vais partager rapidement les leçons du manifeste pour le ZAN qui a été diffusé par le Club Ville Aménagement en juin 2020 parce qu'il reflète le point de vue de nombreux aménageurs et collectivités locales. Donc, évidemment, il faut éviter le piège des injonctions contradictoires parce que il faut éviter de pénaliser un parc urbain parce qu'il consommerait des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il faut éviter de pénaliser la reconversion d'une friche parce que cela signifierait d'imperméabiliser un espace en fait perméable. Et donc, pour éviter le piège des injonctions contradictoires, nous pensons que l'objectif ZAN ne doit pas être considéré de façon strictement macro dans une approche strictement surfacique, mais que justement, il faut croiser cette approche macro avec une approche plus micro, plus fine, ancrée localement, qui dirait en quoi nos projets locaux apportent une valeur ajoutée au regard des finalités du ZAN. Et puis, un élément important qu'a soulevé tout à l'heure Grégoire Ferrer, c'est la question du modèle d'intervention des aménageurs, du modèle économique, qui est très clairement ciblé par le ZAN. Parce que si le ZAN signifie qu'en fait, demain, on ne reconstruira la ville qu'en faisant la ville sur la ville, qu'en intensification urbaine, eh bien, ça va effectivement poser des difficultés opérationnelles majeures. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ces opérations en intensification urbaine, elles ne trouvent pas leur modèle économique. Et nous, vu notre échelle d'intervention, on a pas mal de recul là-dessus, puisque à l'est de notre périmètre, on intervient en extension urbaine, alors qu'à l'ouest, on intervient en intensification urbaine dans la tâche urbaine de la métropole, du Grand Paris. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que les opérations en intensification urbaine, pour qu'elles trouvent leur équilibre financier, il faut mettre d'importantes subventions publiques. Et puis, il faut aussi utiliser les marges financières dégagées par les opérations en extension urbaine. Je vais prendre un exemple. C'est l'opération Marne-Europe à Villiers-sur-Marne en intensification urbaine autour d'une future gare du Grand Paris. Eh bien, elle nécessite 12 millions d'euros de subventions publiques pour équilibrer l'opération et dépolluer le site. Voilà. Donc, ça pose aussi une petite question par rapport aux besoins au logement. C'est que si demain, EPAMAR ne peut pas loger les 50 000 habitants qui doivent être accueillis au Val d'Europe, où on a déjà les réseaux, la voirie, le RER, eh bien, où est-ce qu'on les logera ? Et le risque, c'est qu'ils soient logés finalement plus loin, en Seine-et-Marne, dans une logique finalement d'étalement urbain, voire de mitage, qui serait contraire aux finalités du ZAN. Donc, il ne faut pas se tromper d'échelle. Donc, l'enjeu majeur, c'est effectivement de pouvoir mesurer ce que nos projets urbains produisent au regard des finalités du ZAN, et donc ça pose la question du suivi et de la mesure. Typiquement, aujourd'hui, demain, un aménageur public ne pourra plus qualifier son activité seulement en disant voilà, j'ai développé tant de logements et tant de mètres carrés de bureaux. Il faudra aussi pouvoir dire quelle est notre valeur ajoutée par rapport aux finalités du ZAN. Donc, on a pas mal réfléchi à ces questions d'outils de suivi, de mesure. Donc, on s'est doté de notre PSO à 5 ans avec des défis qui recoupent les finalités du ZAN. Et puis, à chaque défi, on a associé des indicateurs de suivi avec des cibles et des trajectoires. Donc, par exemple, on a construit en 2020 un indicateur de suivi qui permet d'éclairer l'impact de nos projets sur la biodiversité, la gestion des terres, la gestion des déchets. Et cette année, nous réfléchissons à un indicateur de sobriété foncière. Et pour nous, la sobriété foncière, c'est ce qu'on disait, ça doit s'apprécier en croisant analyse macro et analyse plus micro. L'analyse macro, elle doit permettre de qualifier nos fonciers en distinguant ceux qui sont aménagés en extension, en recyclage, en intensification urbaine. Et puis, cette analyse macro, il faut qu'on puisse la croiser avec une analyse plus micro qui permette de dire finement, à une échelle plus locale, ce que nos projets disent des finalités du ZAN. Et on y travaille avec écologie urbaine et citoyenne, justement. Donc, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais que disent quelques-uns de ces indicateurs d'activité ? Donc, on peut passer à la slide suivante. Très concrètement, non, c'est pas grave. Très concrètement, en 2020, si on regarde notre indicateur de gestion des terres, on a 33% des terres qui ont été valorisées sur site, alors que la tutelle nous fixait un objectif de réemploi sur site de 20% des terres excavées. Eh bien, en fait, nous, on a dépassé cet objectif. C'est ce que permet de dire cet indicateur. Et puis, notre indicateur de biodiversité, ce sera le deuxième exemple que je prendrai. Notre indicateur de biodiversité, donc, on l'a construit à partir de la méthode du coefficient de biotope. C'est une méthode qui a été développée par l'ADEME, qui est déjà éprouvée par Paris et Montreuil. Eh bien, ce coefficient de biotope, il permet de dire quelle est la part d'aménagement favorable à la biodiversité. Notre indicateur en 2020 dit que 32%
des surfaces aménagées sont favorables à la biodiversité. Alors, on l'a testé aujourd'hui sur 3 opérations, mais notre objectif, c'est bien de l'étendre. Mais c'est un coefficient de top qui est favorable, très favorable, puisque la tutelle nous fixait l'objectif d'aménager 20% de la surface favorable à la biodiversité. Voilà, donc notre challenge cette année, je terminerai là-dessus, c'est de construire cet indicateur de sobriété foncière. C'est très important parce qu'on l'a dit, le projet de loi climat et résilience va conduire à réviser les documents d'urbanisme. Et demain, dans le SDRIF, les SCOT, les PLU, il y aura des dispositions liées à l'artificialisation des sols et ce sera un enjeu majeur pour nous, aménageurs, de pouvoir raconter quelque chose sur la sobriété foncière. Voilà, je vous remercie. Merci Noémie pour cet éclairage. On a vu toutes les échelles du territoire, le contexte national avec Philippe Loriot, l'échelle du département avec Clément, l'échelle métropolitaine avec Grégoire Ferrer et Noémie, et l'échelle en fin de compte de l'opérateur. Alors j'ai 2 questions qui émanent là de nos auditeurs. Peut-être une question pour Philippe Loriot. Ça va être, j'ai un monsieur qui me demande quelle pertinence de fixer les mêmes objectifs de réduction à des territoires aux dynamiques démographiques totalement différentes. Quelle autre mesure économique et fiscale prioritaire peut-on développer au-delà de l'orientation des documents de planification? Est-ce qu'on pourrait régionaliser les objectifs, Philippe? Alors, c'est pas vraiment mon métier, mais je peux vous dire un petit peu ce qui est pressenti dans la loi. Aujourd'hui, par exemple, le STRADET ne fixe pas d'objectifs localisés de réduction de gestion économe de l'espace. Et en plus, bon, ils ne sont pas cohérents les uns avec les autres sur le pourcentage de gestion économe de l'espace. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, le STRADET fixe une réduction de 50%, en Occitanie de 20%, etc. Dans la loi, il était envisagé, encore une fois, je mets des guillemets partout, hein, que le STRADET, dès le STRADET, il y a une réflexion sur la localisation des projets qui permettrait d'aller plus ou moins vers la gestion économe de l'espace. Ce n'est pas mon métier du tout, hein, mais évidemment, on imagine bien qu'en zone très, très rurale, les gens vont être beaucoup plus réticents qu'en zone urbaine à faire des travaux allant vers le ZAN. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, on n'a pas de maire de communes rurales, on a des gens qui sont dans des métropoles ou dans des départements avec des métropoles fortes. Donc voilà. Mais sinon, oui, ça peut sembler assez cohérent, mais ce n'est pas du tout mon métier, donc je ne vais pas m'engager. Moi, je suis là, si vous voulez, aujourd'hui, un chef de service qui m'a dit ce qu'on est en train de construire, c'est le baromètre, nous. Comme le disait Noémie dans son intervention, il est très important de pouvoir mesurer comme il faut. Et le baromètre en lui-même va déjà dans le sens du ZAN. Aujourd'hui, il y en a qui vont mesurer une consommation passée de 100 hectares. Avec notre nouveau baromètre, on va en consommer que 80. Et donc, dans le cadre de la gestion économe de l'espace et de la division par 2 de la consommation d'espace, eh ben, ça ne sera pas 50 qui leur sera permis dans les 10 années qui viennent, mais peut-être seulement 40. Donc, on va passer d'un total de 150 à 120. Voilà. Merci. Avant de nous quitter, je vais prendre une dernière question parce qu'elle est intéressante. C'est un écologue qui nous dit, en fin de compte, la présentation de Clément Lebras suggère que les jardins individuels ont un impact négatif sur la biodiversité. Il dit que les jardins privés ont souvent un impact plutôt positif sur la biodiversité, en particulier comparé à des champs agricoles intensifs. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que la densification est la meilleure stratégie écologique? J'ai vu la question, merci de l'avoir posée. Alors, il y a à la fois, ce n'est pas les jardins privatifs qui nous posent une difficulté, c'est ce qui les accompagne, c'est l'étalement urbain, c'est autour des polarités. Parce qu'il y a un programme qui a été conduit au Royaume-Uni qui s'appelle Bugs, qui montrait que les jardins privatifs avaient plutôt un effet positif sur la biodiversité, à condition qu'ils soient reliés entre eux, que les pratiques de jardinage individuel, donc déjà on commence à rentrer dans des niveaux d'évolution sociétale qui sont en cours, hein, mais il faut que voilà, les jardins soient, que les particuliers évitent voilà, de surmaîtriser leur jardin privatif. Donc ça, c'est quand même une condition importante qui semble être l'évolution du moment, donc c'est tant mieux. Mais l'étalement urbain, c'est pas qu'une question de biodiversité, c'est aussi une question de consommation des espaces naturels agricoles. C'est clair que le modèle agricole qui va avec est important, c'est-à-dire que si on n'a que des espaces agricoles avec des intrants à foison, on n'a pas fait un grand pas en avant vers la protection de la biodiversité.
Après, donc, il y a la protection des espaces agricoles, la question des trajets, la question des coûts pour la collectivité et les ménages de cet étalement urbain, et la question des gaz à effet de serre générés par la maison individuelle qui est plus dure à chauffer. Donc c'est un ensemble. L'intensification et le renouvellement de la ville sur elle-même, ce n'est pas que de l'espace, c'est pas aller uniquement contre les espaces privatifs. Voilà. Et d'ailleurs, c'était très bien décrit par Noémie Ward sur les écoquartiers qu'on aménage également dans un esprit d'ensemble, ce n'est pas juste sur le jardin. Merci. Écoutez, on a un petit peu débordé, mais je pense que c'est très intéressant d'avoir ces visions en fait, qui se complétaient parfaitement. Donc, au nom de l'ATF, moi, je vous remercie pour votre présence à tous, votre intervention. Nadège Baptiste a dû nous quitter pour un problème d'obligation de représentation, donc elle est partie en cours de débat. Elle vous salue aussi. On vous donnera le lien pour le podcast, puisque tout ce qu'on voit là est podcasté, donc on peut se le repasser. Beaucoup le regardent en différé. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie encore beaucoup pour votre participation à tous et je vous souhaite, pour ceux qui partent, peut-être pour un week-end bientôt et de bonnes vacances. À très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.